l'impact des tarifs sur les prix est compliqué car il doit passer par toutes ces différentes couches. Une couche, encore une fois, est la couche monétaire, comme vous l'avez mentionné. Et si vous prenez du recul, le dollar s'est renforcé au cours des derniers mois, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, cela signifie que vous pourriez payer en moins de dollars, mais du point de vue du yen, ils reçoivent toujours le même montant en yens. Donc, cela amortit un peu. La deuxième couche, bien sûr, est que les entreprises pourraient simplement avoir des marges plus faibles plutôt que de le répercuter sur le consommateur. Et la troisième couche, c'est la substitution. Plutôt que d'acheter ce produit qui a des tarifs, achetez autre chose, d'accord? Leur revenu global n'a pas augmenté. Vous changez simplement la composition de ce que vous achetez. Donc, les tarifs pourraient certainement avoir un impact sur le niveau des prix. Je suis moins sûr que cela aurait un impact sur l'inflation, qu'est-ce le taux de changement plutôt que le niveau. Mais même le niveau des prix lui-même, c'est compliqué. Il n'est pas clair que cela se produirait. Ma conviction personnelle est que tout cela, la confusion, va avoir un impact négatif sur la croissance, comme nous le ferions. Nous ne nous inquiéterons pas du tout de l'inflation, nous nous inquiéterons de la croissance économique. Et je pense que c'est ce que le marché perçoit également avec la baisse du rendement à 10 ans, comme nous en avons discuté. Donc, désinflation, pas déflation, mais désinflation. Ouais. C'est sûr, je veux dire, nous faisons tellement de choses qui ralentissent l'économie, nous réduisons les dépenses, nous diminuons la croissance de la population, nous créons toute cette incertitude pour les entreprises. Vous savez, cela va avoir un impact sur la croissance. Sur ce point, que pensez-vous du PIB maintenant? Et ce dont je parle pour les téléspectateurs, c'est que la Réserve fédérale d'Atlanta a un indicateur, un algorithme, où ils essaient de prédire ce que sera le PIB de ce trimestre. Et historiquement, c'est assez précis, pas tant au début du trimestre, mais au fur et à mesure que le trimestre avance. Et ça est passé d'environ 2,3%. Au début de la semaine dernière, jusqu'à la fin de la semaine, lorsque le gros chiffre du déficit est sorti, il est tombé à négatif, moins 1,5%. Donc, en fait, j'ai regardé ça en direct et j'essayais de réfléchir. Et je me dis, eh bien, peut-être que c'est à cause du déficit. Peut-être, Guénanoir, que cela a quelque chose à voir avec ça. Je ne sais pas si tout cela y est lié. Mais même si c'est le déficit, il y a une raison pour laquelle cela est inclus dans le PIB. D'accord? Si le déficit n'avait vraiment pas d'importance, alors nous ne l'inclurions pas dans l'équation. Alors, que pensez-vous de ce qui se passe avec le PIB maintenant? Donc, je pense cela semble être principalement dû à la hausse soudaine des importations. Beaucoup de gens ont peur que lorsque les tarifs arriveront, ils ne savent pas ce qu'ils vont devoir payer. Et donc, ils importent autant qu'ils le peuvent en ce moment. Donc, la façon dont le PIB est calculé. Donc, nous essayons de déterminer la quantité de biens et de services produits aux États-Unis. Une façon de le faire est simplement d'additionner ce que chacun dépense, n'est-ce pas? Les dépenses d'une personne, donc vos dépenses, sont le revenu de quelqu'un d'autre. Donc, si vous additionnez ce que tout le monde dépense, vous pouvez avoir une estimation de tous les biens et services produits. Cependant, si vos dépenses vont à payer quelqu'un qui fabrique en Chine ou en dehors des États-Unis, alors cet argent ne va pas réellement aux biens et services aux États-Unis. Donc, nous devons retirer cette partie. Donc, avec des ensembles comme ceux-ci, ils regardent et disent une hausse soudaine des importations. En comparant, cette fois-ci par rapport à la dernière fois, ils soustraient cela de leur estimation du PIB. Et donc, cela a un impact. Maintenant, une chose à garder à l'esprit, c'est que si vous concentrez toutes vos importations ce trimestre, vous aurez moins d'importations plus tard dans l'année. Parce que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Donc, je m'attendrai à ce que ce chiffre de PIB plus bas soit corrigé dans les trimestres à venir. D'accord. Et juste pour que les gens essayent de comprendre cela, quand vous pensez au déficit commercial qui impacte négativement le PIB, c'est parce que ce que nous essayons de faire, c'est examiner les biens et services produits aux États-Unis. Donc je pense qu'une façon plus simple de comprendre cela est de regarder le revers de la médaille. Supposons simplement que nous avions un excédent commercial de 150 milliards de dollars. Eh bien, cela signifie que nous avons produit 150 milliards de dollars supplémentaires, en plus de ce qui a été acheté et vendu ici aux États-Unis. Donc, évidemment, vous voudriez que cela soit inclus dans le chiffre du PIB. Donc, si l'excédent est inclus dans ce chiffre. Parce que nous produisons tellement de choses et nous voulons nous assurer de quantifier cela, alors l'inverse serait également vrai.
c'est-à-dire que nous produisons moins de choses. Théoriquement, si vous voyez le déficit commercial s'élargir. Donc, je pense que ce que vous dites, c'est que oui, si nous voyons cette tendance à long terme où le déficit, ce que je suppose que nous avons observé, devient de plus en plus grand, de plus en plus grand, de plus en plus grand. Je fais ce geste parce que quand vous regardez un graphique, c'est négatif. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une bonne réflexion de ce qui se passe dans l'économie interne. Mais si vous avez juste un de ces cas isolés, simplement parce que tout le monde anticipe les tarifs, alors cela devrait probablement se stabiliser le trimestre prochain. Et c'est probablement un équilibre net. Ouais, c'est exactement ce que je pense en ce moment. Donc, encore une fois, ces slogans, vous savez, ils ne sont pas bien calibrés pour réagir à ces grands changements soudains. Et donc, vous pouvez obtenir des données un peu farfelues. Quel est selon vous l'impact? Je pense que ma préoccupation, c'est que je fais aussi partie du camp de la désinflation. Je pense que je changerais d'avis si je voyais que les tarifs impactaient considérablement la chaîne d'approvisionnement mondiale. Parce que ce que je fais ici, c'est que je reviens en arrière et je me demande, d'accord, qu'est-ce qui a causé l'inflation que nous avons eue de 2020 à 2022? Qu'est-ce qui a causé cela pour commencer? Eh bien, c'est que vous détruisez les chaînes d'approvisionnement mondiales et vous donnez à tout le monde, entre guillemets, de l'argent gratuit. Et c'est un moyen rapide de faire augmenter les prix. Donc, je pense, ça d'accord, mais je fais partie du camp de la désinflation en ce moment pour 2025. Comment pourrais-je rapidement passer au camp de l'inflation? Et je pense, encore une fois, que si je voyais les tarifs commencer à vraiment détruire les chaînes d'approvisionnement mondiales, pas qu'ils le feront, mais si c'est ce que je voyais. Et ensuite, si vous combinez cela avec, par exemple, un dividende de 5 000 $ en Doge, en augmentant la vitesse, en mettant de côté l'argument moral, alors je dirais, d'accord, je suis de retour dans le camp de l'inflation pour 2025. Que pensez-vous de ces deux choses combinées, le dividende Doge et ensuite la possible interruption de la chaîne d'approvisionnement avec les tarifs? Non, exactement. Ça ressemble à un replay de 2021. D'accord. Donc, je pense que tout le monde a compris que la grande inflation de 2021, c'est comme ça que vous perdez l'élection. Donc, je ne pense pas qu'ils veuillent faire ça. Mon avis est que, vous savez, pour la question de la chaîne d'approvisionnement, c'est difficile à dire. Mais ma meilleure estimation est que, vous savez, si ça arrive, regardez, vraiment, sérieux, je pense qu'ils vont peut-être le diminuer un peu. Il y a beaucoup de flexibilité là-dedans. Je ne suis pas trop inquiet à propos du dividende Doge. Je ne pense pas que cela va se produire. Ce qui semble se dessiner, c'est que nous pourrions avoir quelques réductions d'impôts plus tard dans l'année, mais elles ne seront pas tant axées sur les consommateurs, donc pas vraiment pour stimuler la demande, mais plutôt sur les entreprises pour augmenter l'offre. Donc, le président Trump, je pense, en tant qu'homme d'affaires, il fait quelque chose que je n'ai pas vu d'autres présidents faire. C'est-à-dire qu'il va partout dans le monde pour essayer de séduire les entreprises à venir investir en Amérique, n'est-ce pas? Il aime faire le spectacle. Le Mazatlan et ainsi de suite viennent investir des centaines de milliards aux États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un festival pour célébrer augmentation de l'investissement de TSMC. Donc, il comprend que si vous construisez des usines et que vous fournissez aux États-Unis, n'est-ce pas, vous pouvez les inciter en leur offrant des réductions d'impôts et des subventions, un traitement réglementaire plus facile et ainsi de suite. Donc, cela peut augmenter l'offre, ce qui exerce une pression à la baisse sur l'inflation. Donc, je pense que les dépenses vont être davantage axées sur l'augmentation de l'offre. Donc, je ne suis pas trop inquiet à propos de cette montée de la demande. D'accord, donc très faible probabilité là. Je sais que la dernière fois que j'ai vérifié, je regardais le CMU et la probabilité était en fait très faible. Que la Fed baisse, je pense qu'il y avait environ 95% de probabilité qu'ils fassent une pause lors de leur prochaine réunion. Mais je n'ai pas vérifié ce que le marché prévoit pour le reste de 2025. Je suis sûr que tu es au courant. Alors, qu'est-ce que le marché prévoyait? Et ce que nous avons vu au cours des dernières semaines a-t-il eu un impact sur la prévision du marché concernant le nombre de baisses que nous aurons? Donc, nous avons commencé l'année avec le marché prévoyant juste une baisse cette année. Maintenant, c'est à propos de deux baisses. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un peu de turbulence sur les marchés. En général, quand nous avons une baisse du marché boursier, le marché anticipe plus de baisses et
nous avons effectivement des données économiques plus lentes. Donc, c'est là où nous en sommes actuellement. Personnellement, je pense que nous aurons 4 à 6 réductions parce que je pense que j'ai confiance en Doge. Je pense que les tarifs douaniers seront perturbateurs et que nous assisterons à une forte chute du marché boursier. Et tout cela mis ensemble va nous donner beaucoup plus de baisse que ce que le marché anticipe actuellement. Donc, c'est comme ça que je le vois pour cette année. Le marché boursier a baissé. Et je joue juste l'avocat du diable ici, parce que dans le passé, je ne me souviens pas depuis combien de temps les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles, Joseph. Donc, nous avons de mauvaises données économiques ou même des données économiques qui se détériorent. Pas que nous ayons un crack ou quelque chose comme ça, mais nous avons des données économiques qui se détériorent. Eh bien, pour revenir à ton point, cela augmente la probabilité que la Fed baisse les taux. Et tout le monde sait que quand la Fed baisse les taux, il faut acheter, peu importe les valorisations ou quoi que ce soit. Alors, pourquoi cela ne ferait-il pas monter le marché boursier, en fait? Donc, il y a une séquence de 2 événements, n'est-ce pas? Il faut d'abord avoir la baisse avant d'obtenir les baisses de taux et ensuite on peut remonter. Donc, ce que j'ai en tête, c'est le plan de 2018. En 2018, je ne sais pas si tu te souviens, vers le 4e trimestre, particulièrement en décembre, nous avons baissé pratiquement chaque jour. Et à ce moment-là, la Fed disait encore à tout le monde qu'elle allait augmenter les taux en 2019. Mais nous avons juste continué à baisser et à baisser. Et quelque part à la mi-décembre, ou peut-être même au début janvier, la Fed a dit « Ouais, ce n'est pas bon ». Et donc, ils ont changé de cap. Et finalement, ils ont baissé les taux quelquefois en 2019 et je crois que décembre 2018 était le point le plus bas de ce cycle et nous avons commencé à remonter. Donc, il y a une séquence là-dedans, n'est-ce pas? Donc, d'abord, il faut qu'on ait la baisse, ensuite, on obtient les baisses de taux et après, on peut remonter. D'accord. Donc, c'était la crise du tapis. C'est ça? C'était ça? Je pense que c'était, je ne suis pas vraiment sûr pourquoi les gens. Donc, il y a beaucoup de choses différentes. Et il y avait ça. La reprise sur le marché des crypto-monnaies à l'époque. Je pense qu'une partie de cela était aussi liée au commerce et ainsi de suite. Nous avions les guerres commerciales actives et ainsi de suite. Donc, beaucoup de choses se passent. Et une chose qui me revient en tête, c'est que je me souviens, en décembre de cette année-là, le président Trump a tweeté « Achetez le Dow ». Et c'était littéralement le point le plus bas. C'était vraiment drôle. Je suppose que tu dois. Attendez que le président vous le dise et ensuite vous saurez quoi faire. Ouais. Salut les gars. Je voudrais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister à la conférence Rebelle Capitaliste, live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille, à toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie, et cela vous aide aussi à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous avez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées. Cher rebelle capitaliste. C'est à Orlando du 23 au 25 mai. Les intervenants des années précédentes ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, pour obtenir vos billets le plus rapidement possible et découvrir qui parle au Rebelle Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première, si vous prenez vos billets, plus tôt que tard, vous pouvez obtenir une réduction, car à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com dès maintenant et procurez-vous vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25.